Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science comprend des études sur les acteurs de l'épopée scientifique humaine, des inédits et des réimpressions de textes écrits par les savants qui firent la science, des débats et des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et sur la pratique de la science. Titre paru. Anne-Claire Déré, La science pour le meilleur et contre le pire. Maurice Javillier, 1875 à 1855. Note de l'édition par Richard Moreau. Préface de Philippe Kourilski, 2010. Claude Brzezinski, Les images de la Terre. Cosmographie, géodésie, topographie et cartographie à travers les siècles, 2010. David Annie, Rencontre avec des guérisseurs. Magnétiseur, radiesthésiste et rébouteux en Champagne-Ardenne. Préface de Richard Moreau, 2010. Richard Moreau, Pasteur et Besançon. Naissance d'un génie. Préface de Jean Defrane, 2010. Yvon Michel Briand, Une histoire de la résistance aux antibiotiques. À propos de 6 bactéries. Avec une lettre de Yves Chabert, 2009. Thomas de Vittori, Les notions d'espace en géométrie. De l'Antiquité à l'âge classique, 2009. René Valery Rado, La vie de Pasteur. Préface de Richard Moreau, 2009. Jean-Dominique Bourzat, Une dynastie de jardiniers et de botanistes, les Richards. De Louis XV à Napoléon III, 2009. Nausicaa Sabalios, Le système de santé Navarro. Savoir rituel et scientifique de 1950 à nos jours, 2009. Roger Tessou, Une histoire de l'ulcère gastro-duodénal. Le pourquoi et le comment, 2009. Robert Loqueneux, Henri Boisse. Réflexions sur les méthodes et l'histoire de la physique, 2009. Étienne Mollier, Mémoire d'un inventeur. De la photographie 35 mm au rétroprojecteur, 1876 à 1962. Préface et épilogue par Suzanne Séjournant-Mollier, 2009. Jérôme Janicki, Le drame de la thalidomide. Un médicament sans frontières, 1956 à 2009, 2009. Yves Delange, Plaidoyer pour les sciences naturelles. Dès l'enfance, faire aimer la nature et la vie. Introduction Pro Natura par Richard Moreau, 2009. Suite des titres de la collection à la fin du livre. Présentation. L'évolution de l'agriculture en France s'est étalée sur des siècles, au cours de phases longues, comme l'établissement des paysages et des règles de culture de l'Ancien Régime, bocage et open field, rotation biennale et triennale, ou brèves, quelques années à quelques décennies, au cours lesquelles se produisirent des innovations rapides comme l'introduction de végétaux d'origine américaine au XVIe siècle, maïs, pommes de terre, le renouveau forestier après 1820, introduction de la faucheuse tractée en 1855, sans oublier la révolution de 1789. Les mauvaises années climatiques entraînèrent des disettes, dont la dernière intervint en 1846. La première partie de l'ouvrage, général, traite de l'évolution de l'agriculture dans l'histoire de la France. Une seconde partie s'intéresse avec plus de détails aux périodes pré-révolutionnaires et post-révolutionnaires. La dernière examine l'accélération des progrès en matière agronomique au XIXe siècle, la création de l'enseignement agricole en France, le rôle de la femme dans l'agriculture et ce que l'on peut appeler une mise en gloire des agriculteurs. Le livre s'achève par des éléments d'histoire forestière. Certains chapitres sont repris d'anciennes publications, d'autres sont nouveaux. Le texte des premiers a été refondu pour éviter les redondances et assurer la cohérence éditoriale du tout. Certains chapitres comportent en annexe des lectures, pour reprendre un terme et une présentation utilisés autrefois dans les ouvrages pédagogiques. Elles sont consacrées à des thèmes peu connus, ou à des anecdotes le plus souvent inédites. La participation de chaque auteur est indiquée par des notes. L'ensemble a été révisé et mis en page par Richard Moreau, directeur de la collection. RM. Première partie, Essai sur l'histoire agricole, de la France 2. De la préhistoire à l'arrivée des Romains.
On peut fixer arbitrairement le début de l'exploitation organisée de la nature vers l'an 8000. Dès ce moment, on trouve des squelettes de chiens avec ceux d'hommes dans les gisements archéologiques. La France devait compter un peu plus de 10 000 habitants, et la forêt occupait environ 90% du territoire. Les 5 à 6 millénaires qui précédèrent la période historique furent marqués par des événements considérables. Un stockage des productions. Il était nécessaire pour conserver les semences et répartir la consommation entre les récoltes. L'invention de la poterie fut déterminante pour les liquides qui devaient fermenter, pour la cuisson des viandes et la fabrication des fromages. Ces événements, impossibles à dater et à situer dans le temps, eurent des inventeurs anonymes. Le salage et le traitement par la fumée furent des solutions techniques pour le stockage des viandes. Beaucoup de procédés inventés à ces époques reculées sont encore en usage. 2. L'arère et l'attelage. Les gravures rupestres du Mont Bégaud à la frontière italienne attestent que le travail du sol était déjà pratiqué avec un attelage de bœufs sous un joug. C'est le boustrophédon. Il permettait de travailler des terres relativement lourdes, de le faire vite et de couvrir tout le champ. 3. Le bétail. Les bovidés et les ovins accompagnaient le porc et le chien, animaux utiles. Les volatiles étaient peu diversifiés. La colonisation dans l'Est, la transmission de techniques agricoles sur les côtes sud se firent sans doute sporadiquement. Localement, ce fut un bouleversement du monde rural, mais rien ne permet de dire qu'il fut général. Les premières traces d'élevage remontent à 6500 au moins. Vers 4500, des cultures étaient pratiquées dans la vallée du Rhin sur les sols sablonneux et sur des sols peu épais, sur calcaire comme sur les sols plus légers des rebords des plateaux du bassin parisien. Le défrichement par le feu était relativement facile. Des peuples colonisateurs venus de la vallée du Danube et pratiquant les techniques du croissant fertile, s'installaient et brûlaient la végétation quand elle était suffisamment sèche. Les sols libérés et sommairement défrichés étaient cultivés quelques années de suite en céréales. Avoine, orge, épeautre, blé et millet, jusqu'à épuisement de leur fertilité. C'était l'assolement celtique décrit par Gasparin, 1843, avec déménagement des lieux et installation plus loin quand la production baissait trop. Sur les côtes méditerranéennes, au contraire, un transfert de technologie se fit par l'intermédiaire de navigateurs commerçants. Venus du Proche-Orient, ils initièrent les peuples locaux aux techniques agricoles. Les céréales et les légumes étaient appréciés par ces populations adonnées à l'élevage et pratiquant la chasse et la pêche. À l'âge du bronze, vers 2500, apparurent la charrue primitive, Harrer, l'attelage des bœufs qui permit la mise en culture de terres relativement riches en éléments fins, limon et argile, donc plus fertiles et plus capables de retenir l'eau. L'élevage pour la laine et le lait se développa ainsi que celui des animaux de basse-cour. Le porc était domestiqué depuis longtemps. Le chou, le millet, le pois, l'oignon étaient cultivés. Les céréales se perfectionnaient, et le blé était produit plus fréquemment. Le début de relations commerciales étendues popularisa le sel, le vin, le fromage, la charcuterie, tandis que se généralisait l'usage de la monnaie. Il s'était répandu depuis l'âge du cuivre. Les invasions celtiques introduisirent le fer vers 1000 et perfectionnèrent le travail du bois. La population de la Gaule put compter jusqu'à 4 à 6 millions d'habitants, et les forêts étaient déjà réduites à la moitié du territoire. La période, plus de 6000 ans, allant de l'introduction de l'élevage et de l'agriculture à la conquête romaine, fut marquée par la mise en culture progressive de terres de plus en plus fertiles et capables d'un emploi permanent. Terres bien ressuyées mais conservant des réserves hydriques correctes, terres assez riches en éléments fins et suffisamment profondes pour avoir des réserves de fertilité. La diminution de fertilité des sols, beaucoup plus lente en effet que dans les sols sablonneux, intervient en 2 ou 3 siècles. Les expériences agronomiques faites à Grignon depuis 1875 l'ont confirmé. L'amélioration de l'outillage et des forces de traction permit la mise en culture des sols limoneux et limono-argileux et l'utilisation de leur héritage de matières organiques et d'éléments fertilisants. Le perfectionnement des techniques, de l'élevage et des procédés de conservation contribuèrent à développer une agriculture liée au sol et à l'enracinement de la population sur son terroir. Ce début d'organisation sociale ne fut pourtant pas suffisamment solide pour résister à des conquérants extérieurs mieux organisés. Ce furent les Romains.
L'Antiquité gréco-latine. La première véritable révolution, valable pour tout le territoire, fut la mainmise sur la Gaule par le pouvoir de Rome. Dès avant la conquête de César en 52, la Provence et le Languedoc actuel avaient été mis en valeur par des colons autour des comptoirs grecs, Marseille, Nice, Agde, etc. La vigne, l'olivier et d'autres productions méditerranéennes, introduites par les colons grecs, y prospéraient. La conquête coûta très cher à la Gaule. 1/2 million de morts et au début, au moins autant d'esclaves vendus dans l'Empire romain. Un tribut de 40 millions de sesterces dut être payé 7 fois par la population restée libre. À partir de 50, tout le territoire de la France actuelle fut conquis par l'armée romaine, organisée et exploitée au profit des vainqueurs, mais les Romains étaient surtout des urbanistes et des constructeurs de routes qui se contentaient de coloniser certaines plaines fertiles, Orange, Béziers, etc., avec des vétérans ou des colons venus d'Italie. On peut encore repérer les traces du cadastre romain. La confiscation et la redistribution des terres, la venue de grands propriétaires romains et de leurs employés, les prélèvements en nature par les armées et les fonctionnaires romains transformèrent les principes de culture. Même si cela se fit progressivement, la conquête modifia presque totalement le travail agricole et le monde rural acquit de nouveaux caractères. Jusque-là anarchique, le dispositif foncier subit les règles strictes de l'administration romaine sur une grande partie du territoire. Des végétaux nouveaux, surtout des arbres et des arbustes, apparurent, vignes, oliviers, châtaigniers, et des fruitiers, cerisiers, pêchers, figuiers. Les paysages furent très modifiés, surtout dans les zones collinéennes. Dans la moitié nord du pays, les grands domaines pratiquant les céréales et élevant des moutons contrastaient avec les cultures méditerranéennes de la moitié sud. Les Romains livrèrent les plaines limoneuses du nord-est à la grande propriété, déjà quasiment industrielle. On y produisait dans d'immenses villae, le blé, la laine et quelques autres produits pour l'administration romaine et surtout pour l'armée du Rhin et celle de Grande-Bretagne, ainsi que pour les fonctionnaires des villes. Le reste du territoire continua à être cultivé par les autochtones ou par des propriétaires gallo-romains avec des pratiques très autarciques. Les exploitations modestes dominaient surtout au sud d'une ligne Bordeaux-Dijon. La population de la Gaule oscillait probablement entre 6 et 8 millions d'habitants, peut-être plus. Les défrichements ramenèrent la proportion du territoire forestier à moins de 40% de la surface de l'Hexagone. L'olivier conquit la zone strictement méditerranéenne, tandis que la vigne eut une extension beaucoup plus vaste vers le nord, avec une variété résistante au froid, l'Allobrogica, et vers l'ouest une autre, la Bitouritsa, adaptée au vent et à l'humidité. Le cheptel, de petite taille pendant l'époque gauloise, trouva des dimensions proches des actuelles. Le cheval resta un animal noble, utilisé surtout comme monture car il était incapable de tirer de lourdes charges, faute de harnachement. Le chat et le lapin furent introduits, ainsi que beaucoup de plantes venues du Moyen-Orient. L'érosion, qui avait déjà ravagé tous les terrains calcaires de la Provence et du Languedoc, se propagea dans les terres des collines. Ce fut ainsi que le golfe de Narbonne et les terres basses du Languedoc et de l'Atlantique furent atterris. L'érosion nappe et le manque de restitution minérale appauvrirent les couches de surface. La production de nourriture pour des millions de consommateurs commença à faire baisser les rendements des terres pour lesquelles les engrais étaient inconnus. La domination romaine dégénéra, et ses institutions furent digérées peu à peu par de nouveaux envahisseurs. Les villes s'enfermèrent dans des murailles, et le système de communication se détruisit à la longue faute d'entretien. Le monde rural connut bien des destructions, mais les équipements fonciers subsistèrent longtemps. Il se produisit un accroissement des surfaces cultivées avec épuisement des terres par absence d'engrais et érosion superficielle. En revanche, il faut mettre du côté positif du bilan l'introduction de plantes et d'animaux nouveaux ou de variétés améliorées et la progression du petit outillage, grâce parfois aux techniciens locaux. Ainsi, le tonneau gaulois remplaça l'amphore romaine. Vers la fin du Ve siècle, le monde romain en Gaule était en ruine, mais c'était de belles ruines. L'évolution fut lente jusqu'au Ve siècle, quand les barbares imposèrent leurs règles d'administration et d'occupation du monde rural. Il est impossible de définir des périodes cruciales. Les évolutions furent locales ou régionales comme, 4 ou 5 siècles après, l'introduction du harnachement du cheval et la mise en place de la féodalité. À la fin de la période gallo-romaine,
Il existait néanmoins dans la Gaule quelques îlots de douceur et de paix, notamment aux alentours des villes de Trèves et de Bordeaux, où il semble que la Pax Romana avait été maintenue grâce à des administrations encore efficaces. Les raids de barbares et les bandes de bagaudes, hors la loi réfugiés dans des zones plus ou moins forestières, empêchaient sans doute de s'approcher de ces sanctuaires bien protégés. Il s'agissait des basses vallées de la Moselle et de la Garonne, qui étaient entourées de cultures, de vignes et de vergers et dont, grâce au fleuve, le rôle commercial se maintenait relativement. Il y eut sans doute d'autres régions à l'abri des ravages de ces temps difficiles, mais celles citées nous sont bien connues grâce au poète Ozone, qui a célébré leur douceur de vivre. Lysimus Ozone, 310 vers 395 après J.C., né et mort à Bordeaux, enseigna durant une trentaine d'années la rhétorique dans cette ville au milieu du IVe siècle, puis l'empereur Valentinien le fit venir à Trèves et lui confia la charge de précepteur de son fils Gratien. À la mort de celui-ci, Ozone retourna à Bordeaux où il mourut chrétien. Il a laissé un poème sur la Moselle et décrit la région de Bordeaux. Son grand-père lui avait légué une propriété dans les environs de cette ville. La coutume était alors d'avoir toujours 3 récoltes, l'une sur pied, l'autre en grange et la 3e en cours de consommation. Cette règle a été l'une de celles que les agronomes ont considérées comme la marque d'une gestion en bon père de famille. Les écrits d'Ozone sont pleins du charme et de la douceur de vivre qui furent l'apanage des grands bourgeois gallo-romains du IVe siècle, dans une partie de la Gaule qui était apparemment heureuse et fertile. Le Moyen Âge. Le Haut Moyen Âge. Les grandes invasions entre le début du Ve siècle et la fin du Xe siècle transformèrent peu à peu le monde gallo-romain. Les répits des épisodes mérovingiens et carolingiens codifièrent et développèrent des caractères nouveaux dans la société. Des peuples assez peu nombreux, mais combatifs et amenant avec eux leurs familles, leurs troupeaux et même certaines plantes, se répandirent sur la Gaule, venant de l'Est et du Sud. L'administration romaine disparut progressivement. Les dégâts matériels furent énormes mais des dégâts biologiques plus sournois durent avoir lieu aussi. Dans le Haut Moyen Âge, la rougeole et des pestes firent de grands ravages. Les populations rurales survivaient tant bien que mal, partageant leurs biens avec les nouveaux venus et ceux-ci, meilleurs éleveurs, participèrent parfois à des évolutions agricoles positives. Néanmoins, globalement, le résultat fut très négatif. On s'explique encore mal l'effondrement des rendements qui nous sont connus par les documents ecclésiastiques du Xe siècle, d'un facteur 2 ou 3 pour les principales céréales, ce qui est considérable. Il est probable que le fait le plus marquant des 4 derniers siècles du millénaire fut la formation progressive des paroisses qui se définirent à la fois par une église et par le châtelain, qui était l'autorité la plus proche des cultivateurs. Elles furent bientôt dominées par le château du Seigneur et par l'église et son prêtre. Peu à peu d'ailleurs, se répandit la règle qui allait être en usage jusqu'à la Révolution, nul terre sans seigneur. Des renaissances limitées marquèrent les débuts des dynasties des Mérovingiens, puis des Carolingiens. On connaît en partie l'agriculture des grands domaines. Autour de l'an 800, Charlemagne fit écrire par ses clercs des capitulaires de Vilis. Des indications précieuses quoique incomplètes sur les domaines agricoles les mieux tenus, ceux des souverains renseignent partiellement sur les techniques et les instruments de l'agriculture de l'époque. La plupart étaient conservés de l'époque gallo-romaine. Il ne semble pas que la population ait dépassé le niveau de la période précédente, et les forêts regagnèrent plutôt du terrain par abandon des terres mal protégées contre les pillards. Par contre, les montagnes, zones de refuge, furent mieux pénétrées. Finalement, toute cette période vit se mettre en place des traits du monde rural qui prendront leur importance à la période suivante. De l'an 1000 à 1315. Le Moyen Âge proprement dit fut une époque où foisonnèrent les mises au point techniques et les inventions d'instruments rustiques mais efficaces, herses, rouleaux, moulins à vent, outils aratoires. Néanmoins, nous ne savons pas dater ni situer ces découvertes. En un peu plus de 3 siècles, la population de la France passa de moins de 10 millions à plus de 20. Le fait dominant fut l'adoption du cheval et de son harnais. On soupçonne qu'il fut introduit par les Normands depuis le nord de l'Asie. Grâce aux colliers d'épaule, aux courroies, à la selle, au fer pour les sabots et autres détails, le cheval, animal vif et relativement rapide, devint un animal de trait à l'allure beaucoup plus rapide que les bovins, bien que de force à peu près égale. Il pouvait porter un cavalier lourdement armé, tirer une charrue,
une herse ou un rouleau aux effets brisants grâce à leur vitesse relative, et des charrettes à une vitesse bien supérieure à celle des bœufs. L'organisation féodale se perfectionna à cette époque, et l'agriculture devint méthodique. Les structures foncières modifièrent les paysages, bien que beaucoup aient été hérités d'un passé obscur. Il est difficile d'admettre en effet que le système de l'open field avec son corollaire, l'assolement, soit une invention d'agronomes. Il est plus probable que ces structures furent créées pour faciliter l'organisation du travail et la défense des agriculteurs. Par la suite, les agronomes en comprirent l'intérêt, quitte à les perfectionner. L'open field, terres ouvertes, rassemble dans les sols successifs les laboureurs, les semeurs et les moissonneurs. L'assolement paroissial, déterminé par les rotations biennales et triennales, voire quadriennales dans certains terroirs, disciplina la production, permit la vaine pâture et la perception de la dîme et du champard, impôt prélevé en nature immédiatement après la récolte. Le prélèvement des taxes était plus facile, de même que la discipline de production grâce à l'organisation de travaux en commun. Mais des préoccupations militaires ne furent pas étrangères non plus à l'architecture des paysages. Ce fut probablement la raison de l'installation de systèmes d'organisation des terroirs, dont les qualités agricoles avaient été reconnues et développées. En terre ouverte, on pouvait grouper les travailleurs et les protéger tout en surveillant l'ennemi. Les haies des bocages, les fossés, les chemins creux, les brise-vents étaient bénéfiques en temps de paix, tout en masquant les fuites des non-combattants, l'arrêt momentané des assaillants, en permettant la résistance de leurs protecteurs et en facilitant les embuscades. Les avantages agronomiques, qui existaient aussi, justifièrent la conservation de ces dispositions foncières. Jules César en avait déjà décrit dans la guerre des Gaules. L'emploi du fer pour des outils agricoles, l'utilisation de la charrue à roues et à vent-train et celle de la herse et du rouleau améliorèrent l'état physique du sol, ce qui dispensa les femmes et les enfants d'écraser des mottes à coups de maillet selon la pratique ancienne. Mais il faut noter que les améliorations techniques pénétrèrent toujours très lentement le monde rural. En général, leurs effets cumulés ne se font sentir qu'après plusieurs dizaines d'années. Le pâturage en forêt et dans les alpages étant réglementé, la constitution de zones horticoles, l'emploi d'engrais organiques s'il y en avait, le défrichement des bordures forestières, essarts, augmentèrent les rendements et les surfaces, donc la quantité de vivres disponibles. L'instauration des accensements et de la main morte fut un progrès, voire lecture complémentaire. Mais la population augmentait plus vite que les ressources. En France, elle a presque toujours été aux limites des possibilités de nourriture des origines à 1950. Le monde était plein, au début du XIVe siècle. Quelques pays voisins suivirent une évolution parallèle, Pays-Bas, Espagne, Italie. Les pays du Nord, Grande-Bretagne, Allemagne étaient beaucoup moins peuplés. Enfin, les rescapés des croisades rapportèrent avec eux des trésors, notamment des chevaux, les tarbets et des roses. La rose dite de Provins, rose rouge, fut l'emblème de la famille Lancaster dans la guerre des 2 roses contre la rose blanche des York. Il semble que les croisés de retour facilitèrent aussi la diffusion de la distillation en Occident, mais cette pratique fut lente à se propager et fut d'abord le fait des médecins, en particulier de ceux de Salerne en Italie. On trouverait néanmoins les premières traces écrites de la fabrication de l'alcool par distillation du vin vers 1100. Cette technique semble avoir été mise au point par les Grecs, les Juifs et les Arabes vers le IXe siècle. Les mots alcool et alambic viennent en effet de l'arabe alcool et ilambic, voire pour le second du grec amix. La distillation fut utilisée pour obtenir des parfums, des produits destinés aux pharmacopées, et elle fut la grande opération des alchimistes. Ils découvrirent en effet les esprits de plusieurs substances, esprits de vin, esprits de sel, etc. Les auteurs vulgarisèrent la technique et l'usage des produits ainsi obtenus. Le Catalan Raymond Lulle, Ramon Llull 1232 à 1316 et en France, un médecin de Montpellier, Arnaud de Villeneuve, 1238 à 1314. Il est intéressant de signaler ici les textes de la fondation, de ce qui semble avoir été le plus vieux syndicat agricole de la France. Il s'agit du drainage et de l'assainissement de l'étang de Montady, dans l'Hérault, célèbre par son ancienneté, par sa technique originale et par sa forme circulaire visible du haut du site touristique d'Ansérunes, non loin de Béziers. Par un acte en latin du 13 février 1247, fait à Capestan, un groupe de 4 personnes, Guillaume Raymond, Ermengaud de Poilly,
Béranger d'Alzon et Bernard Scott achetèrent pour 60 livres à l'archevêque de Narbonne le droit de faire passer sur ces terres le canal qui servirait d'exutoire à cet étang à L'. Aval de celui-ci. Les travaux durèrent 20 ans. Un système de fossés en forme de rayon de roue draine les 430 hectares et débouche dans un canal circulaire, redondel, au centre de l'étang à 20 mètres d'altitude. De là, un fossé en contrepente passe par un tunnel de 1364 mètres sous la colline d'Ansérune. Un exutoire de 3,5 km rejoint l'étang de Capestan. Les parcelles en forme de triangle très allongé et dont la pointe est au centre ont donné lieu à des photographies aériennes qui ont été très reproduites. Les cultures de l'époque étaient sans doute de l'orge, car les sols sont un peu salés. À l'origine, la redevance était de 24 setiers d'orge, ce qui est un bon indice. La structure foncière a peu changé depuis, la formule administrative s'adaptant aux nouvelles lois. Jusqu'en 1789, il y eut un syndic, après 1880, un syndicat agricole. On évalue à plus de 3 millions de quintaux d'orge la production de l'étang depuis 1247. 3. Le temps des malheurs. Entre 1315 et 1450, la guerre de Cent Ans s'abattit sur la France, durant en fait plus de 130 ans. Cependant, la première crise fut climatique. Le printemps et l'été de 1315 furent continuellement pluvieux. L'hiver 1316 et l'année suivante, également pluvieuse, furent un temps de famine, les progrès agricoles étant pratiquement impossibles. Puis vint la guerre avec les Anglais, la grande épidémie de peste noire qui tua plus de la moitié des habitants des provinces, les tremblements de terre, balles, des famines renouvelées. Les survivants abandonnèrent les terres les plus pauvres au profit des meilleures. Le règne de Charles V et le milieu du XIVe siècle connurent des évolutions assez rapides et des périodes d'intérêt des milieux gouvernementaux pour les progrès agricoles, mais il ne s'agissait que de frémissements ou de développements timides à côté de ce que les siècles ultérieurs allaient connaître. Après une accalmie sous Charles V, il fallut attendre le milieu du XVe siècle, prise de Bordeaux 1452, pour que les paysans puissent se remettre à un travail constructif. La population française diminua de plus de 50%, et passa en dessous de 9 millions. Au contraire, les forêts se reconstituèrent, les bois revinrent en France par les Anglais. Les investissements ayant mieux résisté que la population, les survivants se nourrissaient mieux. Seuls les sols les plus fertiles étaient cultivés, il suffisait à la production de cultures vivrières. La tradition du jardin familial et patrimonial, pratiquement non taxé 3, constitua le recours contre la famine. Sous Charles V, les efforts du pouvoir en faveur de l'agriculture furent méritoires et réels. Le Bon Berger, livre de Jean de Brie, fut écrit en 1379 et reproduit par manuscrit, l'imprimerie n'étant pas inventée. Sa vulgarisation et sa diffusion furent donc limitées. D'abord gardien de troupeaux puis domestique à Paris, Jean de Brie devint l'un des conseillers du roi Charles V qui favorisa la rédaction de son livre. À la même époque, on fit traduire un ouvrage italien exceptionnel, dont l'auteur Pietro da Crescenzi était né vers 1230 et décédé en 1320. L'Opus Ruralium Commodorum Libri Duodecim, 1305, traduit par Pierre-Antoine en 1373 à la demande du roi Charles V. L'auteur, diplomate itinérant, avait observé les cultures de toute l'Europe. Son livre fut un temps le plus lu de la chrétienté. Les textes relatifs à l'agriculture furent encore plus nombreux en Angleterre. L'un des plus célèbres fut le Fleta. Un autre, le cours d'agriculture, de Walter de Henley, fut enseigné à Oxford vers 1250 et copié dans toutes les abbayes d'Europe. Il en resterait une quarantaine d'exemplaires. Écrit dans un anglais primitif qui est encore du français mélangé de saxon, ce texte fut publié en France sous le Second Empire par un membre de l'école des Chartes. Il est relativement lisible et compréhensible. Il a été analysé par Jean Boulaine en 1996. Il y eut donc à la fin du Moyen Âge et particulièrement en France sous le règne de Charles V, une période d'intérêt pour l'agriculture. Il en reste des textes dispersés dans de nombreuses bibliothèques et dont l'exploitation historique reste à faire. Cette embellie intellectuelle autour de ce roi, au milieu de la triste période de la guerre de Cent Ans, est donc à mettre particulièrement en exergue. La Renaissance. Elle commença après la prise de Bordeaux en 1452, avec les règnes de Charles VIII, Louis XI sans doute, le plus glorieux de notre histoire en termes de bonheur populaire,
et de Louis XII, le seul à ne pas avoir connu de famine ayant entraîné des morts d'hommes. La fin du XVe siècle fut une période heureuse pour les paysans. À l'époque, on comptait à peine 9 à 10 millions de Français et beaucoup d'investissements anciens subsistaient, mais il a suffi de moins d'un siècle pour que la population atteigne à nouveau 20 millions d'habitants. Ce fut un plafond car les guerres de religion au XVIe siècle firent des coupes sombres. Le règne de Henri IV fut plus favorable malgré la pression fiscale instituée par Sully. Les chocs biologiques avec d'autres civilisations agraires, grande invasion, croisades, apports américains après 1492, amenèrent des épidémies et des parasites, mais aussi des cultures nouvelles. Les plantes et les animaux d'Amérique pénétraient en Europe, les plus importants étant le maïs dans le sud de la France et la pomme de terre, qui se répandit lentement pour des raisons surtout psychologiques. L'apport animal fut réduit, dindons, pintades venant d'Afrique de l'Ouest. Sans le vouloir, ni le savoir, Catherine de Médicis contribua au progrès de l'agriculture. Quand elle débarqua à Marseille pour épouser en France le futur roi Henri II, le pape, son parrain, avait fait placer dans ses bagages et ses trésors un sac de haricots provenant du Mexique. Ces nouveaux venus d'Amérique allaient relayer en Europe les mauvaises variétés de Phaseolus IV, qui tentaient depuis les Romains, de concurrencer les fèves et les pois dans la nutrition azotée du peuple, complément indispensable des céréales dans la nourriture de tous les jours. Devenue reine de France, Catherine eut à son service Jean Nicot, 1530 à 1600, connu pour avoir introduit le tabac en France et avoir assuré sa promotion en l'offrant à la reine. En réalité, il ne faisait qu'exploiter l'introduction des plants de tabac provenant du Brésil et rapportés par un rescapé de l'expédition des Français du côté de Rio de Janeiro. Ce tabac, utilisé pour priser, fumer en cigare, à la pipe et plus tard en cigarette, est devenu un poison de la vie moderne, mais sa culture a fait vivre de nombreuses familles de paysans. Après ses humanités à Nîmes, Jean Nicot vint à Paris où il fut vite introduit dans les milieux scientifiques et à la cour. François il le fit maître des requêtes et fin 1559, il l'envoya à Lisbonne comme ambassadeur au Portugal où il resta 2 ans. C'est de là qu'il fit parvenir des graines de tabac en France, plus de 5 ans après l'introduction de cette plante par Tevet, qu'il avait rapportée du Brésil. Néanmoins, ce fut Nicot qui eut devant l'histoire populaire la gloire d'avoir introduit sinon la plante, du moins l'usage du tabac comme médicament. Ses relations avec les frères Estienne facilitèrent sa renommée. Il travailla en effet au dictionnaire de Robert Estienne, 1503-1559, et il contribua au Praedium rusticum de Charles Estienne, 1504 à 1564. Enfin, l'usage, la fabrication et la commercialisation de l'alcool comme boisson, en particulier le cognac, se développèrent après les guerres de religion, quand les bateaux de la mer du Nord et de la Baltique fréquentèrent de nouveau les côtes de la Charente et le port de Bordeaux pour amener des vins, du sel et de l'alcool. Le XVIe siècle vit aussi la naissance de la littérature agronomique, et une floraison de livres de ce type. En 1560, Charles Estienne édita son ouvrage en latin Praedium rusticum, que son gendre Liébaud traduisit et publia sous le titre de La Maison rustique. Il eut un immense succès. La nutrition des plantes. Depuis la fin de la préhistoire, les Européens associent inconsciemment la chimie et l'agriculture dans leurs usages les plus sociaux. Une ancienne coutume demandait de présenter aux visiteurs du pain et du sel, symbole de bienvenue et gage de paix. Au cours des siècles, des substances que nous définissons aujourd'hui en termes chimiques, le sel, la chaux, les cendres, l'alun, la fumée des feux de bois, etc., ont participé au développement des techniques de production des produits agricoles, à leur protection contre leurs ennemis, à la transformation et à l'amélioration des aliments. Depuis 2 siècles, la chimie permet l'inventaire des substances en cause et la recherche de nouvelles solutions aux problèmes nouveaux comme aux plus anciens, mais ce fut Bernard Palissy qui énonça des hypothèses prémonitoires sur la nutrition végétale. Les anciens, observant le bon effet de l'humus qui donne aux terres un toucher onctueux, pensaient que les végétaux se nourrissaient de la graisse des sols. Vers 1555, Palissy observa qu'à l'emplacement d'un tas de fumier qui avait reçu une forte pluie avant d'être changé de place, la récolte était supérieure à celle du reste du champ. Il en déduisit que des substances solubles dans l'eau, sel, étaient responsables de la fertilité des sols.
Le mot sel désignait l'ensemble des corps solubles, acides, bases et sels de notre terminologie. Cela allait contre l'idée ancestrale que la fertilité provenait de la graisse, c'est-à-dire de l'humus et des produits noirs qui donnent au sol un toucher onctueux, et dont nous avons gardé les mots engrais, engraissé, terre de vieille graisse, etc. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, Olivier de Serres fut le dernier à faire écho au mouvement initié par Palissy, avec sa publication 1600, du Théâtre d'agriculture et ménage des champs, en faisant le tri entre les recettes et les méthodes routinières et donna de multiples informations sur les techniques agricoles passées au crible du bon sens et de l'expérience. Il fut le plus en avance dans la description de plusieurs types de rotation. Il préconisa les légumineuses et décrivit une rotation qui comportait la culture du riz. Certaines de ces rotations étaient longues, 9 et 12 ans. En plein Ancien Régime, avec les rotations triennales et biennales des communautés rurales, paroisses en général, cela dénotait une grande liberté. Ce fut seulement après 1620 que les savants du moment reconnurent que le problème le plus important pour la science était le principe de la végétation. Francis Bacon. Ce fut aussi l'opinion de Claude Perrault, 1666, et plus tard celle de Lavoisier, 1792. La réponse classique était la terre, l'eau, l'air et le feu, les 4 éléments. Van Helmont, 1577 à 1644, crut montrer par la méthode des bilans, d'ailleurs fort élégante, que l'eau était responsable de la croissance. Puis, Glauber, 1643 à 1656, découvrit les qualités spectaculaires du salpêtre, KNO3. Mariotte fit accepter que le feu soit éliminé de la liste. On pensa pendant un siècle que le nitre, l'air, l'eau et la terre étaient les facteurs de la végétation. Des Anglais montrèrent, au début du XVIIIe siècle, que des éléments terreux ou organiques étaient indispensables. En 1762, Duhamel du Monceau, 1700 à 1781, se garda bien d'aborder le problème. Lavoisier reprit la question. En 1792, il la cerna dans un texte prémonitoire où il opposait oxydation-fermentation et végétalisation-animalisation. Mais en France, l'époque n'était pas favorable à ces recherches. À Genève, Sennbier et Maurice, puis Théodore de Saussure, 1804, montrèrent l'action de la lumière et la présence constante dans la composition des plantes de la potasse, de l'azote et du phosphore. L'ignorance persista, mais la théorie de l'humus de Wallerius puis d'Assenfratz fut soutenue aussi par Terre, Davy et Berzelius. Leur autorité l'imposa durant près de 40 ans. L'honneur de la mise au point définitive revint à Liebig qui participait, en 1837, au congrès de la British Association for Advancement of Science à Liverpool. Il développa l'idée de Bernard Palissy et montra que la nutrition des plantes était due aux solutions salines du sol, provenant de la dégradation des matières organiques ou de différents apports, notamment des engrais minéraux des agriculteurs. Le congrès, animé par Faraday, le sollicita afin de rédiger un ouvrage sur les relations entre l'agriculture et la chimie. L'événement le plus important de l'histoire de l'agriculture fut donc déterminé par une demande collective 5. Les jardins ordonnés. Pendant un siècle et demi, à l'exception de l'art des jardins dont on va dire un mot et du dressage des chevaux, l'agriculture et l'agronomie furent négligées et laissées à l'initiative des cultivateurs. La mode des jardins ordonnés, symétriques et stylisés avait pris naissance à la Renaissance. Lors de son séjour à Paris, en 1599 à 1600, Olivier de Serres, qui avait consacré une partie de son livre au jardin, potager, bouquetier et médicinal, avait pris plaisir à dessiner les plans de ceux qu'il visitait. Ce sont les seules illustrations du théâtre d'agriculture. En fait, on connaît surtout les jardins du XVIIe siècle et en particulier ceux de Lenôtre, jardinier de Louis XIV et créateur du parc de Versailles. Il en dessina bien d'autres comme celui de Vaux pour Fouquet. En tout temps, il y eut des jardins de plantes médicinales et de légumes. Pour ceux-ci, le modèle et le chef-d'œuvre fut le potager du roi qui est encore en état rue Hardy, à Versailles. Son créateur fut Jean de la Quintinie, 1626 à 1688, avocat à Poitiers, puis à Paris. Un président de la Chambre des comptes le chargea un jour d'accompagner son fils en Italie. La Quintinie en profita pour étudier les jardins et les cultures d'arbres fruitiers. De retour en France, il continua à s'intéresser aux jardins et travailla pour le prince de Condé, mais sa réputation l'ayant fait connaître à l'étranger,
le roi Jacques II d'Angleterre lui proposa de venir s'installer à Londres. Louis XIV l'appela alors à Versailles, afin de créer un potager en remplacement de celui de Louis XIII, détruit par les constructions du château. Mansart choisit un emplacement qui serait facile à atteindre par le roi au cours de ses promenades, mais qui était dans un site écologiquement très défavorable. Grâce à des techniques savantes qu'il inventa en partie, la Quintinie modifia notablement le sol et le climat de ce potager. Drainage du marécage, fabrication d'un sol artificiel, murs en espalier accumulant la chaleur du soleil, serre chaude, emploi massif de fumier pailleux, etc. Grâce à cela, il en fit un lieu de production de la plupart des variétés connues à l'époque. Il obtint des asperges en décembre, des radis en janvier et des fraises au début du mois d'avril. Il cultiva des figuiers, dont le fruit était le préféré du roi, qui venait s'exercer à la taille avec son jardinier. En 10 ans, de 1678 à 1688, année de la mort de la Quintinie, celui-ci créa de toutes pièces au prix d'une énorme dépense, 1 477 231 livres, la livre représentant alors une journée de travail d'un artisan 6, un potager capable des productions les plus délicates. Le prix de revient était exorbitant, mais la réalisation prouvait il y a déjà 3 siècles, que les situations écologiques les plus défavorables pouvaient être corrigées. L'impasse de l'Ancien Régime, la première révolution agronomique. De la fin de la guerre de Cent Ans à 1720, le monde rural français était allé de crise en renaissance partielle. Les guerres dites de religion, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et le règne de Louis XIV comptèrent parmi les décennies les plus sombres de l'histoire de France. Les années autour de 1500 et 1600 avaient été des éclaircies, puis le monde rural connut de nouveau une période de fer. Le siècle de Louis XIV et ses suites. Le XVIIe siècle fut marqué en effet par des crises successives, climatiques et politiques. Le climat froid et humide, le pouvoir central indifférent et exigeant, la guerre civile sous la Fronde, en firent l'un des pires de notre histoire. Les seuls événements marquants furent les ordonnances forestières prises par Colbert VII, et les vains efforts de Vauban pour améliorer la situation des paysans. Les forêts se dégradèrent de plus en plus malgré les efforts de Colbert, et le monde rural s'enfonça dans l'impasse, l'organisation foncière de l'Ancien Régime cristallisant des situations bloquées. La fin du règne du roi Louis XIV fut l'une des périodes les plus difficiles. Disette, famine et mauvais temps se succédèrent. L'acmé fut atteint en 1710 lorsque le 15 janvier, commencèrent 6 semaines d'un froid vif qui fut probablement de l'ordre de 15 degrés Celsius dans la mesure où l'absence de thermomètre permet d'en juger. Les vignes, les oliviers et les cultures d'hiver gelèrent. Les mois suivants furent épouvantables. En revanche, le début du règne de Louis XV vit se rétablir en partie la prospérité du monde rural, telle qu'elle existait au XIIIe siècle. Après la mort de Louis XIV et avec l'amélioration du climat en effet, les débuts du nouveau règne furent heureux. La banqueroute de l'eau fut bien liquidée par les contrôleurs des finances, et celle-ci fut rétablie par Paris Duvernay et par le cardinal Fleury. Les deux furent des facteurs de progrès. L'absence d'opérations militaires permit également une amélioration lente et continue des pratiques agricoles. La population, qui avait retrouvé son niveau de 20 millions d'âmes vers 1720, s'élevait à 27 millions autour de 1785. Il n'y eut pas de révolution technique majeure, mais la paix sociale permit de mettre en œuvre les possibilités du milieu. Toutefois, des défrichements limités combinés à une exploitation illégale des forêts les dégradèrent fortement. En 1700, Louis Liger publia l'Économie générale de la campagne ou Nouvelle maison rustique. L'ouvrage connut un succès considérable et fut réimprimé durant tout le XVIIIe siècle. En 1804, il en était à sa 13e édition. Tous les sujets y étaient abordés. Basse-cour, abeilles, chevaux, bétail, agriculture, étangs et rivières, arbres fruitiers, tailles, greffes, potagers, vignes, travaux de viticulture, vendanges et même la cuisine et la chasse. Sur un plan pratique, cette nouvelle maison rustique n'apportait pas grand-chose, sinon une multitude de recettes. En 1840, elle reparut en 5 tomes, ce fut la maison rustique du XIXe siècle. Une maison d'édition l'a longtemps perpétuée et aujourd'hui, une librairie porte son nom. La science agronomique prit naissance entre 1758 et 1762. Sans incidence sur le moment, elle prépara les esprits aux évolutions futures.
À l'époque, une mode régnait dans les milieux officiels. Vers l'an 1750, la nation rassasiée de vers, de romans, d'opéras se mit enfin à raisonner sur les blés. On écrivit des choses utiles sur l'agriculture, tout le monde les lit, excepté les laboureurs, Voltaire, dictionnaire philosophique. Par contre, la vie des campagnes, la production agricole et les décisions des agriculteurs ne furent pas modifiées. Les publications de Duhamel du Monceau, de Patulot et de la Salle de l'Étang eurent pour résultat d'édifier une véritable doctrine agronomique et de mettre au point les méthodes qui, en 2 siècles, permirent la formidable mutation de l'agriculture. Ils réclamèrent pour les agriculteurs des libertés dont ils ne bénéficièrent qu'à la Révolution. Cette doctrine se caractérisait par l'usage du semoir en ligne, l'emploi massif du fumier et les recommandations aux magistrats en charge de l'agriculture que Duhamel du Monceau et la Salle de l'Étang préconisèrent. Cette période, qui coïncida avec la guerre de 7 ans, vit la création des sociétés d'agriculture. Rennes 1757, Angers 1759, Paris 1761. Vincent de Gournay couvrit l'opération à Rennes, mais Bertin, contrôleur des finances et son collaborateur Turbilly en furent les responsables officiels. Turbilly anima la mode de l'agriculture que les physiocrates encouragèrent jusque près de Louis XV. En Suède, Wallerius prêcha l'importance de l'humus dans la nutrition végétale. La révolution agronomique fut suivie d'une période de transition jusqu'en 1789. L'événement le plus marquant fut la parution de la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui fit une large place aux questions agricoles et vulgarisa de nombreuses connaissances agronomiques. À Rouen, Mustel recommanda la culture des pommes de terre, idée reprise ensuite par Parmentier. Lui et ses confrères de la Société d'agriculture de Paris vulgarisèrent les progrès qui étaient possibles. Les agronomes énoncèrent les bases scientifiques et législatives indispensables à ces progrès, mais il fallut attendre encore des décennies pour que leurs recommandations entrent dans les faits. À titre d'exemple, les rendements en blé tendre, étalon du progrès, passèrent seulement de 9 quintaux par hectare QA, sous Louis XV, à 11 au lendemain de la guerre de 1870. La production augmenta pourtant au cours de cette période, mais au prix de la dégradation du capital naturel. On mit en culture les jachères qui disparurent lentement. De 40% du territoire en 1790, leur surface était encore de 10% des terres à la fin du XIXe siècle. La révolution agricole de 1789 à 1791. Vers 1770, la situation des paysans se dégrada. L'état sanitaire était mauvais, la disette voire la famine existait dans les provinces. Les changements de réglementation sur le commerce des grains n'arrangèrent rien. Les blocages dus à l'Ancien Régime, qui imposaient un peu partout les assolements paroissiaux comme au Moyen Âge, ne permirent pas les évolutions nécessaires. Par exemple, les cultures de pommes de terre et de légumineuses fourragères n'étaient pas possibles dans les rotations obligatoires. Après 25 ans d'oubli relatif et de silence, les analyses sur la stratégie à suivre en agriculture débouchèrent sur la Grande Révolution agricole, 1789. De 1785 à 1789, 5 très mauvaises années climatiques se succédèrent. Le monde rural était épuisé et prêt à toutes les aventures. Cependant, les idées nouvelles avaient pénétré les milieux administratifs et politiques. En 1786, Lavoisier s'activa pour réformer la société d'agriculture et la transformer en société royale. Il participa avec Dupont de Nemours, l'abbé Lefebvre et d'autres au comité d'administration de l'agriculture, dont les comptes rendus furent publiés un siècle après. En 1789, les ministres responsables, conscients des difficultés, dispersèrent les forces armées pour contrôler les stocks et les transports de grains, au moins dans le bassin parisien, où il fallait assurer la surveillance de la collecte de vivres et leur acheminement vers la capitale. Le 14 juillet 1789, après le renvoi de Necker, on s'empara d'armes stockées aux Invalides et l'après-midi, la Bastille était prise d'assaut. Au début de 1789, la rédaction des cahiers de doléances avait correspondu à une gigantesque prise de conscience du monde rural et des problèmes agricoles. La nuit du 4 août, au cours de laquelle nobles et religieux abandonnèrent leurs privilèges, et les décrets du 11 août concrétisèrent les demandes des cultivateurs, mais aussi de celles de Duhamel du Monceau et de ses collègues. Le grand décret du 28 septembre 1791 fut encore plus révolutionnaire.
La mise en vente des biens nationaux, 6 millions d'hectares de l'Église et 1 million d'hectares des possessions royales et nobles, renforça cette transformation. Les décrets du 11 août et du 21 septembre 1791 furent à l'origine d'un premier choc structurel en créant une sorte de code rural, qui libéra les agriculteurs. Désormais, ils étaient libres de choisir leur culture, de les protéger contre les prédateurs et de discuter les baux avec les propriétaires. L'allongement des baux permit des investissements à long terme par les fermiers et les métayers. Il en résultait que le preneur pouvait entreprendre des investissements productifs, car après quelques années, il aurait la possibilité de profiter de ses efforts financiers, matériels et intellectuels. Le savoir agronomique devint utilisable. Les économies et l'accumulation de capital permirent de préparer l'avenir, les efforts de toutes sortes étaient payants. La prévision, devenue une vertu rurale, remplaça la résignation. Il faut noter cependant que, malgré les propositions de Lavoisier et de Dupont de Nemours, le remembrement des terres, les assurances et le crédit agricole 8 furent volontairement oubliés au profit du droit de propriété. Ces institutions ne furent mises en place en France qu'entre 1900 et 1920. En 1792, la mise en place au ministère de l'Intérieur, en charge de l'agriculture, d'agences végétales et animales compléta cette révolution. De grands agronomes comme Vilmorin, Parmentier, Husard, Lefebvre, œuvrèrent pendant 10 ans pour orchestrer et soutenir l'abandon de l'Ancien Régime et la naissance de l'agriculture au XIXe siècle. En 1798, la production agricole s'était rétablie et un administrateur parisien pouvait écrire « Le peuple est enfin satisfait, il a le pain à 10 sous, le pain de 4 livres, le vin à 10 sous, la pinte égale 85 centilitres, la viande à 10 sous la livre. » Le début de l'Empire vit se reconstituer une intelligentsia agricole qui enseigna, publia et se regroupa en sociétés agronomiques. Le blocus continental par Napoléon Ier déclencha de nombreux essais pour trouver des produits de remplacement aux denrées coloniales. Parmentier s'efforça sans succès de fabriquer du sucre de raisin, mais ce fut la betterave à sucre, dont l'utilisation avait été réussie en Allemagne, qui commença une carrière qui dure encore. La Restauration, 1815 à 1843. La fin du règne de Napoléon fut catastrophique. Les impôts augmentèrent et la conscription fut de plus en plus mal supportée. En 1815, les pluies entraînèrent un énorme déficit de récolte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.